Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je voulais d'abord vous dire un immense merci. Vous avez conquis cette salle avec cette éloquence remarquable qui doit à la fois à votre sens de la vie, à votre sens de l'humour, à votre culture. Et finalement, je vous ferai un reproche. Chacun de nous, vous ayant entendu, car vous ne savez pas au fond combien de fois chacun ici a passé des examens pour les réussir, pour essayer d'imaginer qu'il est facile de devenir académicien. Et donc, tout en prenant cette distance avec vous-même, vous avez peut-être fait naître des tentations qui ne seront jamais exaucées. Et donc, je balance entre l'espérance et la rancune. Vous êtes s'asseoir pour les questions? Oui, on s'assied pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Maître Jean-Marie Roire est prêt à débattre avec Toutes la les salle. questions, même les plus intimes. N'hésitez pas, j'adore ça. Ah, moi, j'en ai une à vous poser sur Jean d'Ormesson. Oui. Lorsque Simone Veil a été reçue sous la coupole, après qu'elle a fait son remerciement, Jean d'Ormesson, et il y avait tout le monde. Il y avait non seulement l'Académie française, mais il y avait l'Institut en habit vert. Il y avait bien sûr le président de la République en exercice, l'ancien président de la République Jacques Chirac. Il y avait le président de la République Valéry Giscard d'Estaing, membre de votre compagnie. Et Jean d'Ormesson évoque Madame Simone Veil, sa jeunesse, telle qu'elle l'a décrite, dramatique. Et puis, à un moment donné, il dit « Madame, vous avez été ensuite secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez fait merveille, de sorte que vous avez été remarqué par le président Giscard, qui a fait de vous un ministre. Et je me suis demandé si c'était une vacherie ou si c'était un raccourci. Il n'a pas dit Giscard d'Estaing, le président Giscard. Ah, ça, alors là, vraiment, on voit que... Mais il y a eu un frisson Vous tout de même cherchez la petite sur la bête. coupole. Mais oui, bien sûr. Vous cherchez la petite bête, moi je vois pas de... Je crois que c'est pas... Il ne faut pas y voir une allusion désobligeante. D'ailleurs, je crois que pour M. Giscard d'Estaing, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi qui l'ai reçu, C'est pour ça que je vous en sous parle. la colle, je peux vous dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça a énormément d'importance. Qui veut intervenir? Leur grande vision étrangle leurs paroles, et l'infini terrible effare leur œil bleu. Moi, j'ai vu l'avant-dernier film de Jean-Marie Roire, le roman d'un tricheur. Je voulais savoir s'il a eu d'autres projets de films. Je vous remercie. Mon dernier film, Le roman d'un tricheur. Vous me comparez à Sacha Guitry. Je trouve que vous vous défendez pas mal. Eh bien, écoutez, la comparaison avec Sacha Guitry me plaît énormément parce que j'ai une immense admiration. Mais je crois qu'il vous eût aussi beaucoup aimé. Ah, merci. Décidément, les compliments, je reviendrai. Moi, vous m'avez fait penser aussi à... Oui, un peu à d'Ormesson. Ah, Pour l'humour, merci. pour l'humour, pour l'humour. Pour l'humour. Pas pour le talent. Vous êtes trop jeune. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jean d'Ormesson, quand je l'ai connu la première fois, eh bien, c'était un auteur qui était absolument méconnu. C'était un auteur qui devait vendre ses livres à 2000 exemplaires, qui n'était connu que d'un petit cénacle. Et ce qu'il y a de formidable chez lui, c'est que de l'écrivain, disons, discret de cette époque, sur le plan des tirages, eh bien, il n'a pas changé. Voilà. C'est un homme que le succès n'a absolument... Ça n'a rien changé, c'est lui. Il a gardé la même distance, le même humour. Et surtout, il a évité le plus grand écueil qui soit, ça n'existe pas chez les avocats et chez les magistrats, se prendre au sérieux. Et ça, c'est vraiment une tare épouvantable qui frappe des gens. C'est comme s'ils étaient morts sur place, on dirait des momies. Vraiment, on dirait vraiment qu'ils ont perdu le sens de la vie, ils se prennent au sérieux. Et ça, vraiment, c'est le contraire d'un homme qui se prenne au sérieux. Georges Teboul. Deux questions.
La première, comment écrivez-vous? Est-ce que c'est pour vous difficile? Est-ce que vous faites partie de ces écrivains qui écrivent à heure fixe, qui le font au compteur? Est-ce que c'est à l'impulsion? Est-ce que c'est l'inspiration qui vient par saccade? Première question. Deuxième question, vous avez décrit Napoléon comme un loser. Est-ce que vous pourriez nous citer le succès de Napoléon que vous appréciez le plus? Alors, pour écrire, d'abord, il y a quelque chose de nécessaire. C'est une rencontre avec une dame. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. S'il n'y a pas une histoire une femme qui vous a fait souffrir, qui vous a torturé, ça, on en rencontre très facilement. Et ces femmes qui vous torturent, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'en même temps, on les comprend de vous torturer. Et je les trouve, les femmes qui vous torturent, très justifiées. Et je citerai un de mes confrères à l'Académie, Alfred de Vigny, qui disait, après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Donc, je considère que si les femmes peuvent parfois être cruelles, eh bien, nous l'avons bien mérité. Donc, je ne me suis jamais plaint. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais plaint de souffrir, ni par les femmes, ni par d'autres choses. Et j'espère souffrir encore quelques années encore. Je ne vous le cache pas. Donc, votre question, est-ce que je suis un besogneux ou est-ce que je suis un homme qui a un talent comme ça, incandescent, immédiat? Je vous rassure, je suis comme pour le bac, un besogneux. Mais évidemment, la course à pied ne me sert pas à grand-chose dans ce domaine, mais je suis un besogneux, j'écris, j'ai du mal, j'ai mal au ventre, je suis là, je me dis c'est nul. Est-ce que je ne vais pas jeter mon manuscrit à la poubelle, le mettre dans le feu, comme Tolstoï d'ailleurs faisait la même chose, vous voyez, donc pour ça j'ai vraiment de grands exemples. Mais je pense qu'être un artiste, c'est choisir l'insatisfaction, c'est choisir un domaine où on ne peut pas arriver à une satisfaction. Quand on a choisi d'être avocat, on peut être un avocat illustre, comme il y en a tant dans cette salle, on peut être un bâtonnier, comme il y en a tant dans cette salle, et c'est une réussite. Pour un écrivain, ça ne peut pas exister, ni pour un musicien, ni pour un peintre, parce que finalement, il recherche un but qu'il ne peut pas atteindre, et il le sait qu'il ne peut pas l'atteindre. Et d'ailleurs, s'il l'atteignait, ça serait atroce, parce qu'il arrêterait, il cesserait. Mais c'est impossible, c'est un pari impossible, parce qu'il y a en lui une insatisfaction. Ce qu'il déteste, c'est la réalité, c'est le prosaïsme de la réalité, c'est l'horrible vie prosaïque que nous menons, les notes du gaz, de l'électricité, les impôts à payer. Nous avons tous le même problème que ce député qui avait un problème d'allergie administrative, phobie administrative. Eh bien, si encore nous avions que la phobie administrative, nous avons la phobie de la vulgarité, de la méchanceté, de la bêtise. Et tout cela, il y a une chose merveilleuse, il y a un miracle. C'est par l'art, par la littérature, subitement, nous nous hissons au-dessus de nous-mêmes. Et je vous jure que pendant que j'écrivais, je ne veux pas dire que pendant que j'écrivais mon propre livre, non, mais quand j'écrivais mon livre sur Napoléon, eh bien, je me sentais au-dessus de moi-même. Je me sentais que je dialoguais chaque jour avec un homme extraordinaire, avec un homme chez lequel il n'y a rien de médiocre, rien, absolument rien de médiocre. Et une des choses que j'aime le plus chez Napoléon, en dehors de ses phrases qui sont magnifiques, et de son souci de la France, son extraordinaire compréhension intelligente de la France, de son passé, de son histoire, c'est qu'il était un homme absolument pas ingrat. Il disait l'ingratitude est le plus vilain défaut du cœur, et toute sa vie, même le jour où il a écrit son testament, il a rallongé des pages et des pages de son testament parce qu'il sentait qu'il avait oublié quelqu'un dont il avait reçu un bienfait. Donc j'aime la personnalité de Napoléon. Pour moi, c'est un homme qui avait intellectuellement une force qui est d'ailleurs proche de celle des écrivains. Quand il parle, quand il s'exprime, c'est magnifique. Quand il dit « nous naissons, nous vivons
nous mourrons dans le merveilleux. C'est une phrase très très belle quand il dit je fais mes plans de bataille avec les rêves de mes soldats endormis. C'est magnifique. Quand il dit, parlant de Chateaubriand, mon embarras n'est pas d'acheter Chateaubriand, c'est de le payer le prix qu'il s'estime. C'est formidable. On pourrait dire ça de tellement de gens. Mais donc, qu'est-ce que j'admire le plus? C'était votre deuxième question, chez Napoléon. Ce que j'admire le plus, c'est qu'au fond, je vais vous étonner, c'est de voir à quel point cet homme qui, à mon avis, n'a pas été responsable d'autant de morts qu'on le dit, parce que la guerre de 14 a fait beaucoup plus de morts que Napoléon, elle en a fait 2 fois plus. Et elle n'a laissé aucune gloire. Qui a gardé de la gloire de la guerre de 14? Personne. D'ailleurs, regardez les écrivains qui ont parlé de la guerre de 14, et regardez les écrivains qui ont parlé, les mémorialistes, les soldats qui racontent leur conquête. Donc, je crois que c'est ce que j'aime chez cet homme, étrangement, c'est que c'est son souci bizarre de l'individu, de la personne. D'accord, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont morts, mais il faut dire aussi que l'Angleterre nous cherchait, et quand on cherche Napoléon, on le trouve. Hein. Et eh bien, il y a plusieurs exemples. Par exemple, dans la flotte qui amène les soldats en Égypte, il y a un homme qui tombe à la mer. Et le capitaine dit, ben voilà, un homme à la mer, tant pis. Et Bonaparte dit, non, pas question, on va abattre les voiles, on va le chercher. Un autre exemple, c'est avec Staps. À Vienne, on trouve un type avec un poignard grand comme ça, qui voulait tuer l'empereur. Eh bien, il le fait venir, et il lui dit, écoute, je suis prêt à te laisser la vie sauve, à condition que tu me jures que tu ne recommenceras pas. Il dit, si, je recommencerai. Mais non. Mais que va me dire ta petite amie si elle apprend que tu es ta fiancée, si elle apprend que tu veux encore me tuer? Elle sera ravie, elle est tout à fait d'accord avec moi. Bon, tu es sûr que tu veux continuer à me tuer? Oui, tant que je vivrai, je te tuerai. Donc il passe 2 heures pour essayer de convaincre Staps, pour essayer de sauver Staps. Tout ça pour vous dire que c'est étrange, cet homme qui est responsable de la mort de beaucoup d'hommes. Mais attention, il faut le replacer dans un contexte. Ce sont les guerres il a continué les guerres de la Révolution. Et il a continué contre une Europe qui ne voulait pas de notre système politique, qui ne voulait pas de la République, qui voulait rétablir la monarchie. Donc il y a quand même une justification. Et puis, je crois que ce qu'il y a de formidable chez Napoléon, c'est à la fois son désir de rassembler. C'est un homme chez lequel il n'y a absolument aucune exclusive idéologique. Il dit « J'incarne la France depuis Clovis jusqu'au Comité de salut public ». Il a voulu intégrer toutes les familles de la France. On ne peut pas dire que ce soit l'aristocratie qu'il a enrégimenté. L'aristocratie, il a tout de suite donné des postes aux gens de l'aristocratie et les Jacobins. Il a formidablement rassemblé les Français et d'une manière positive. Et je pense que s'il a encore cette image aujourd'hui, c'est parce que son action a été, comme le reconnaissait le général de Gaulle, globalement positive. Quelle plaidoirie! Est-ce que vous avez été sensible au désir de Napoléon d'écrire un roman, puisqu'il a commis un roman dans ses jeunes années? Plusieurs. Ils sont à peu près du niveau de mon premier roman. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fameux. Et je crois qu'il a bien fait de ne pas poursuivre dans cette voie. Et d'ailleurs, dans ses successeurs, comme président de la République, il y en a certains qui auraient fait mieux de ne pas suivre dans cette voie. Vous imaginez bien, nous en avons parlé, que nous parlons de tout, mais nous parlons aussi de Napoléon. Alors lui, il serait plus proche de Bonaparte que de Napoléon. Ce qui est quand même curieux, parce que, je vous dis ça entre nous, vous n'allez pas le répéter, mais c'est vrai que c'est curieux, parce que Bonaparte, c'est un jacobin, Napoléon, c'est un empereur, il a créé une aristocratie, mais je pense qu'il y a chez l'aristocrate Jean d'Ormesson le désir de trouver que c'est un peu des parvenus, si vous voulez.
Donc il n'aime pas beaucoup Napoléon. Moi, j'aime les deux. J'aime Bonaparte, j'aime Napoléon, j'aime l'exilé de Sainte-Hélène, j'aime la légende. J'aime Napoléon parce que il amène les hommes à s'élever au-dessus d'eux-mêmes. Et franchement, c'est assez rare. De l'enlèvement, et de l'assassinat du duc d'Enghien. Alors, je ferai une petite rectification académique de l'exécution du duc d'Enghien. Parce que un assassinat, vous savez tous ici, c'est pas moi, première année de droit ratée, qui vais vous apprendre la différence entre une exécution et un assassinat. On aurait attrapé, comme Bastien-Thierry, ou comme le général Argout, on aurait été attrapé, on l'aurait tué au coin d'un bois, ça pourrait être un assassinat. Mais là, c'est pas le cas. Comme Figon, voilà. Figon. La République, c'est pas gêné pour commettre des assassinats. Vous voulez que je vous cite tous les assassinats de la République? Non. On a le temps? On a le temps? Non. Il faudrait plusieurs jours. Parce que la République, et ça, c'est ça que je trouve formidable, non pas que je ne sois pas républicain, je suis archi-républicain. Louis-Philippe, au moment où il a été viré, vous savez bien, et le général Cavaignac, à un moment de la fermeture des ateliers nationaux, est rentré dans le chou des ouvriers. Vous savez combien il y a eu de morts? Il y a eu 8000 morts. Et Louis-Philippe, qui était exilé en Angleterre, a dit « La République a bien de la chance. Elle a le droit de tirer sur le peuple. » Donc vous voyez, il faut quand même remettre les choses à leur place en ce qui concerne le duc d'Enghien. Vous verrez dans mon livre que c'est pas très évident, parce qu'on n'a pas la preuve que Napoléon lui-même ait donné, il a certainement donné l'ordre de l'enlever, mais il souhaitait le juger, et à mon avis, il souhaitait même le récupérer. Parce que... mais beaucoup de gens avaient intérêt à la disparition du duc d'Enghien, y compris le futur Louis XVIII. Donc, ça a été une histoire très très complexe, où Murat a joué un rôle, où Talleyrand a joué un rôle, parce que c'est Talleyrand qui a été à l'origine qui a suggéré à Napoléon l'enlèvement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, quand on parle d'assassinat. Qui a tenté d'assassiner l'empereur? Il y a eu 250 tentatives d'assassinat fomentées à Londres par Louis XVIII et par tous les aristocrates qui voulaient liquider Napoléon. Enfin, la machine infernale, ce n'est pas une invention. Et vous remarquerez que le jour où le duc d'Enghien est exécuté, il y a une parodie de jugement, je suis bien d'accord avec vous, il y a une exécution, et le lendemain de son exécution, eh bien, il n'y aura plus une seule tentative d'assassinat contre Napoléon. Ça a tout de suite vraiment ramené les gens à la raison. Je me permets de revenir sur ce que vous disiez à propos de l'assassinat et de l'exécution. Et j'en appelle à l'académicien gardien de la langue. Vous remarquerez qu'à la télévision ou à la radio, quand un otage civil est assassiné, on parle d'exécution. Si c'est un journaliste, et là je m'adresse aussi aux journalistes, on parle d'assassinat. Remarquez-le, c'est absolument extraordinaire. Les malheureux otages enlevés, s'ils sont des civils, sont exécutés, s'ils sont des journalistes, ils sont assassinés. Et je trouve que l'Académie devrait y mettre bon ordre, surtout quand c'est un journaliste académicien à qui je m'adresse. Moi, je parle devant des gens éminents qui savent très très bien faire la distinction. Je considère que la différence entre une exécution et un assassinat, c'est quand un malfrat du coin de la rue se précipite sur une vieille dame, l'égorge. Bon, c'est un assassinat. À partir du moment où il y a un contenu politique, à mon avis, c'est plus un assassinat, même si ça a la forme ignoble d'un assassinat. Je veux bien. On peut très bien appeler ça un assassinat. Libre à chacun d'appeler ça un assassinat. Mais il me semble plutôt qu'on est dans l'ordre de l'exécution, puisque c'est une décision qui est politique. Alors, est-ce que vous voulez... Tous les crimes de Staline, ce sont des exécutions ou des assassinats? Assassinat. Bon. Mais non, parce que vous introduisez une idée, vous considérez que Staline est comme Landru.
Moi, je crois qu'il y a une petite différence. À partir du moment où il y a un système politique qui est derrière, ça fait partie de l'exécution, même si ça a la forme abjecte d'un assassinat. Pardonnez-moi de vous contredire. Mais non, parce que c'est pensé. C'est pas quelque chose qui est irréfléchi ou qui est, disons, il n'y a pas eu une longue... Un assassinat... Pardon ? Alors, est-ce que je peux... vous avez raison, je n'aurais pas dû rentrer dans cette discussion avec vous. Voilà. Vous voyez bien que finalement c'est très légitime que j'ai raté ma première année de droit. Imaginez ce que ça aurait donné si j'avais réussi, que si j'étais devenu avocat. J'aurais perdu toutes les causes. D'ailleurs, je vous signale que j'ai perdu toutes les causes que j'ai défendues, à commencer par l'affaire Omar Haddad, où j'étais condamné en plus, Ah non, qui était quand même... j'étais condamné Vous, personnellement, à 100 000 euros. vous avez Personnellement, c'est déjà pas mal, oui. Quand je suis arrivé devant la 17e chambre et que le président m'a traité de tous les noms, ainsi que Maître Kiechman, nous sommes réconciliés depuis, mais enfin, j'ai vraiment mis du bien, il faut vraiment que je sois un bon chrétien. Et que le procureur m'a dit, et en plus, si vous avez défendu Omar Haddad, c'est parce que vous vouliez vous faire élire à l'Académie française. Et alors à ce moment-là, Jean d'Ormesson est intervenu, il dit, monsieur le procureur, soyez raisonnable. Si on veut être élu à l'Académie française, on a beaucoup plus intérêt à défendre le roi du Maroc plutôt qu'un jardinier marocain. Thierry Massis. Oui, à travers tous vos combats de justice, est-ce que vous vous estimez comme un écrivain engagé ? Et quelle est votre position à cet égard ? Est-ce que vous estimez que l'écrivain dans la société doit jouer un rôle, le joue, et quelle est sa part de responsabilité ? Non, je ne suis pas du tout Bernard-Henri Lévy. Je vous rassure. Vous pourriez être Bernanos, je veux dire, c'est pas aussi... Bernanos. Oui, merci, c'est pas mal. Voltaire, Zola, maintenant Bernanos. J'accepte tous ces compliments. Non, si vous voulez, je serais beaucoup plus modeste. D'ailleurs, j'ai l'occasion de le dire, je suis le champion du monde de la modestie. Beaucoup plus modeste, je considère que j'ai eu de la chance. Alors, je ne veux pas énumérer toutes mes chances. J'ai eu une mère merveilleuse, j'ai eu un père absolument adorable. Je n'ai jamais reçu une gifle de toute ma vie. Vous allez me dire que j'aurais peut-être pu en recevoir. Mais non. Ni une fessée, je ne sais pas ce que c'est. J'ai eu ensuite des parents adoptifs à Noirmoutier, des marins pêcheurs absolument merveilleux. Et ces gens très simples, qui n'avaient pas l'eau, le gaz, l'électricité, qui n'avaient rien, vivaient dans un grand bonheur et m'ont apporté énormément de bonheur. Mais tous ces gens, je me suis senti une solidarité avec eux. Et je pensais avoir une vie obscure, une vie dans l'échec, une vie de raté, peut-être plus de vie, parce que je pensais me suicider à un moment. Eh bien, une fois que j'ai eu la chance, ce miracle extraordinaire, subitement de retrouver un homme un peu public, pas très grand public, mais petit public, eh bien, je me suis dit, mais naturellement, mais cette petite notoriété que j'ai, ce pouvoir que j'ai comme journaliste, à quoi il sert si ce n'est pas pour aider les autres ? Je me préoccupe suffisamment de moi-même, comme écrivain, je parle suffisamment de moi, vous avez pu le voir, pour avoir quand même encore un surmoi, avoir un idéal, et cet idéal, c'est de pouvoir faire un peu de bien. Voilà, faire un peu de bien, parce que je pense que ce qui compte le plus dans la vie, c'est ce qu'on fait, ce sont nos œuvres, ce qu'on fait. Moi, j'essaie de faire des choses belles, je ne sais pas si j'y arrive, mais je tente. Et dans ma vie, j'essaie de profiter des points d'appui que je peux avoir dans la presse pour essayer d'aider des gens qui sont malheureux. Voilà. Moi, ce qui compte, ce n'est pas des grandes causes. Moi, je laisse les grandes causes à Bernard-Henri Lévy, qui détruise la Libye si ça l'amuse, qui fasse 500 000 morts si ça l'amuse en Libye. Moi, ce n'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas l'idéologie. Mon but, c'est la souffrance. Comme disait Romain Gary, dont je me sens très proche de ce point de vue-là, Romain Gary disait « j'ai mal chez les autres ». Et moi, j'ai mal chez les autres. Quand j'ai vu Omar Haddad, je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis lancé pour le défendre. J'ai écrit un livre sur lui, j'ai créé un comité de défense, j'ai été condamné. Et c'est vrai que quand je me suis présenté devant la 17e chambre, je vais vous dire, pour vous dire à quel point
je suis, pardon, un mot qui n'est pas tellement employé à l'Académie, à quel point je suis con. J'ai cru qu'ils allaient me féliciter. Mais comment, vous êtes là, vous êtes à l'Académie, bien tranquille, vous écrivez vos livres, vous avez des prix littéraires, vous vous embêtez à écrire un livre sur un malheureux pour essayer de réparer une erreur judiciaire. Mais c'est un type, il faut lui donner la Légion d'honneur. On a voulu me la retirer en plus. Bon, alors, je pensais qu'ils allaient me féliciter, que le président allait me dire, mais vraiment, vous êtes vraiment un très bon garçon, vous sortez de vos problèmes, de vos livres à écrire, de vos romans, de vos histoires d'amour, et vous venez nous aider à rendre la justice. Pas du tout, j'étais traité de tous les noms. Et même pire, j'étais condamné à 100 000 € de dommages et intérêts. C'est vrai que j'étais un peu déçu. Vous voyez. Alors, mais mon ami Thierry Lévy, qui me défendait, m'a dit, mais mon pauvre Jean-Marie, tu comprendras jamais rien à la justice. Mais c'est vrai, je comprends toujours pas. Mais, en l'occurrence, si vous voulez, moi, je ne me suis pas vengé. Mais ces souffrances que j'ai éprouvées, parce que je vous promets, ça m'a permis de comprendre ce que c'était que d'être devant des juges. Et ça, pour rien au monde, je ne voudrais avoir manqué cette expérience. Parce que quand vous vous trouvez devant des juges qui vraiment vous traitent mal, et que vraiment vous avez voulu faire le bien, vous vous dites, mais c'est formidable, au fond, l'humanité, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui vit l'injustice. Et avoir partagé cette injustice avec tous les autres, pardon, vous allez me dire que je ne suis pas très modeste après Napoléon, mais avec le Christ, vous me dire qu'au fond, c'est vrai, mais notre société est fondée sur cette image d'un homme juste qui est condamné injustement. Et ça m'a permis de vivre, je vous promets. J'étais seul dans mon box, là, j'étais là, en train de voir tous ces tombereaux d'injures qui me tombaient dessus, ces insultes, ces trucs absurdes de croire que j'avais fait ça pour rentrer à l'Académie. Et Kiechman qui me disait, là aussi, mais pas de la même façon que vous, il me disait, oui, vous avez voulu jouer un Zola, hélas, avec d'autres moyens. Vous voyez, comme c'était méchant. Eh bien, je ne suis pas mécontent, parce que d'une certaine façon, et je lui l'ai laissé entendre, je préférais être à ma place qu'à la sienne. Parce que, pour un ancien ministre socialiste, franchement, accabler un jardinier marocain, je trouve pas ça terrible. Juste un mot. À l'appui du jugement si lucide et si objectif que, selon moi, vous avez porté globalement, avec le recul du temps, sur l'œuvre de Napoléon Ier, ce qu'il a apporté à la France, comme vous êtes chez des juristes, vous me permettrez d'ajouter, mais ça va dans votre sens, son œuvre civile, son œuvre administrative, son œuvre de législateur. N'en déduisez pas que je déduise qu'ancien professeur de droit, je vous accuse d'avoir oublié la moitié du sujet. Ça nous reviendrait à un échec dont vous nous avez parlé, mais ça va tout à fait à l'appui de ce que vous avez démontré. Merci beaucoup. Dernière question. La dernière. S'il vous plaît, monsieur, j'aurais aimé savoir comment vous analysez la très curieuse demande de Napoléon de demander le droit d'asile à l'Angleterre, après tout ce qui s'était passé entre l'Angleterre et lui. Car en fait, je crois que l'explication est dans le livre que j'ai cité, Psychopathia Sexualis. C'est du pur masochisme.